Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de La philosophie dans le boudoir, un roman philosophique écrit par Sade en 1795. Il s'agit d'un roman dans lequel vont alterner initiation sexuelle et initiation morale du personnage d'Eugénie, qu'il s'agit de former aux lois du libertinage de mœurs, mais aussi libertinage intellectuel, un libertinage qui la placera au-dessus de la morale par la négation de Dieu. Dans notre extrait, le personnage de Dolmancé, un des initiateurs, disserte sur le meurtre qu'il projette et à laquelle il devra former son élève, et il va lui présenter un raisonnement parfaitement rigoureux au sujet de cet acte jugé immoral. Je passe ainsi à la lecture du texte. La destruction étant une des premières lois de la nature, rien de ce qui détruit ne saurait être un crime. Comment une action qui sert aussi bien la nature pourrait-elle jamais l'outrager ? Cette destruction dont l'homme se flatte n'est d'ailleurs qu'une chimère. Le meurtre n'est point une destruction. Celui qui le commet ne fait que varier les formes. Il rend à la nature des éléments dont la main de cette nature habile se sert aussitôt pour récompenser d'autres êtres. La dissertation du libertin vise donc à la justification du crime par le biais d'un raisonnement rigoureux, mais qui semble cependant basé sur des prémices fausses ou du moins partisanes, lui-même étant libertin et donc amoral. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante: en quoi Dolmancé justifie-t-il paradoxalement le crime ? Pour répondre à cette question, nous diviserons le texte en 4 parties. L'amorce du raisonnement, tout d'abord, des lignes 1 à 3, puis de la ligne 3 à 11, nous aurons l'exposé des résultats bénéfiques du meurtre. De la ligne 11 à 18 jusqu'à en propageant, nous aurons la démonstration de l'illusion orgueilleuse du crime. Et enfin, nous aurons la justification par l'exemple de la ligne 18 à 25. Je commence ainsi le commentaire. Les 2 premières phrases reposent sur un système de parallélisme qui met en balance la destruction et le crime dans un rapport d'inégalité. Ce rapport d'inégalité est explicité par la négation totale, la destruction ne saurait être un crime, ou alors par la modalité interrogative, qui sert ici une interrogation rhétorique. Ce parallélisme est construit sur la répétition du champ lexical de la destruction, détruit, et sur la périphrase, une action qui sert aussi bien la nature. Le crime est ici mis en balance avec la destruction et mis en lien lexicalement avec la notion d'outrage, qui est là encore un recours au vocabulaire juridique. Ces 2 éléments, du coup, vont être mis en parallèle l'un de l'autre par le biais d'un conditionnel qui accentue encore l'effet de prémisse du raisonnement, l'hypothèse initiale à partir de laquelle la définition va être basée. Dernier élément d'intérêt, ce raisonnement est clairement inspiré des raisonnements des philosophes des Lumières par la référence explicite dès la première ligne à l'idée de première loi de la nature étant un des concepts fondateurs de la plupart des développements philosophiques de l'époque. Je passe ainsi à ma deuxième partie. Cette prémisse posée, la destruction ne saurait être un crime, il va s'agir maintenant de prouver que le meurtre n'est pas une destruction. On est ici dans la deuxième partie de l'exposition de ce qui ressemble à un syllogisme, dans lequel les 2 prémices vont aboutir à une conclusion, et nous aurons ici la deuxième prémisse de ce syllogisme. Nous retrouvons la répétition de la destruction, simplement ici elle va être caractérisée par le déterminant démonstratif. Cette destruction, on est toujours en train de parler de la même chose. La destruction, donc, n'est pas un crime, tout simplement parce qu'elle n'est qu'une chimère. La chimère, ici, est un animal mythologique qui montre que la destruction est une illusion, et la présentation qui est faite par le biais d'une négation exceptive accentue encore l'effet de raisonnement de la prémisse. Il va s'agir ainsi, pour Dolmancé, ici, de montrer l'illusion de la destruction en renversant cette image de destruction en une image de création. C'est ce qui va être explicité ensuite avec le même rapport de parallélisme entre meurtre et destruction qu'il y avait entre destruction et crime. Donc le meurtre, ligne 4, celui qui le commet, périphrase qui désigne le meurtrier, ligne 5.
destruction, opposée à varier les formes. Cette opposition, là encore, reposant sur la négation exceptive, ne que encadrant un présent de vérité générale, qui est la caractéristique de la suite du passage. Il n'y a pas de destruction au sens où la vie se perpétue sous des formes différentes. Et c'est pour ça que le meurtre n'est point une destruction. Elle se propage sous des formes différentes puisque la matière n'est formée que d'éléments dont la nature, qui est ici personnifiée à travers l'idée de main et l'idée d'habileté, des éléments que la nature recompose, ce qui est présent à travers l'idée de récompenser d'autres êtres. Pour caricaturer, on pourrait dire que lorsque je tue quelqu'un, je donne naissance à des milliers d'asticots, je multiplie la vie au lieu de l'éteindre. La conjonction de coordination à valeur adversative, or, souligne la logique du raisonnement, qui s'appuie là encore sur une nouvelle prémisse présentée sous la forme d'une hypothèse grâce à l'outil de comparaison comme. Cette hypothèse, là encore, est présentée comme irréfutable par le biais de la négation exceptive. Les créations ne peuvent être que des jouissances. Ici commence le paradoxe, puisque le meurtrier va être ainsi assimilé à un créateur par le biais de la nature. Grâce aux matériaux qu'il lui fournit, celle-ci va pouvoir jouir, et le terme évidemment est à entendre dans sa syntaxe puisqu'il s'agit d'une éducation libertine, de la création qui lui est permise par le meurtre. Cet état paradoxal va être renforcé par l'opposition quasiment antiphrastique entre la périphrase « l'action que les sots ont eu la folie de blâmer » et le mérite que cette action est réellement, là encore présenté par le biais d'une négation exceptive qui renforce l'effet d'évidence, ce raisonnement étant là encore placé sous l'autorité de cet agent universel qui est là encore une périphrase désignant la nature. Ainsi, dans cette partie, le meurtrier devient donc un bienfaiteur de la nature, et la nature étant la force la plus importante, il doit donc être considéré comme bénéfique. Je passe ainsi à ma troisième partie, où il va s'agir de montrer pourquoi le crime est en fait une illusion. Les deux premières prémices du syllogisme, la destruction ne saurait être un crime, le meurtre n'est point une destruction, arrivent ainsi à sa conclusion, c'est notre orgueil qui s'avise d'ériger le meurtre en crime. La responsabilité de cette convention est d'origine orgueilleuse, selon Dolmançay, et il est intéressant de voir que ici le mot orgueil appartient au champ lexical de la moralité, au champ lexical de la religion aussi, puisqu'il s'agit d'un des péchés capitaux. Et ainsi, Dolmançay renverse la vision morale du crime en montrant que précisément c'est un péché capital que de considérer que le meurtre est un crime. Ainsi, il y a un renversement total des valeurs religieuses et morales, et le meurtrier deviendrait par corollaire quasiment un saint. Cette référence initiale au vocabulaire religieux va être filée dans la suite avec l'idée des premières créatures de l'univers, qui supposerait du coup l'existence d'un créateur, donc d'un dieu, reprise après avec l'idée de sublime créature, l'adjectif sublime soulignant l'aspect divin de cette créature, puisque ce qui est sublime, c'est ce qui est juste en dessous du ciel. Et l'idée de religion va se retrouver encore à travers l'adjectif merveilleuse, qui désigne l'intégration d'un élément surnaturel dans notre réalité. Cette vision religieuse du monde n'est en réalité qu'une illusion. Une chimère, pour rappeler le mot ligne 4, une estimation, pour rappeler le terme utilisé ligne 12, imagination, ligne 13, et l'ensemble des conditionnels endurerait, devrait, périrait, redonnerait, qui vont accentuer le caractère illusoire de cette conception de l'humain. On peut noter la forte modalisation, présente notamment, on l'a dit, dans les conditionnels, mais aussi dans l'usage des adverbes, sottement, nécessairement. On peut noter aussi un chiasme dans la disposition des adjectifs, la sublime créature, le crime énorme, avec une antéposition d'abord et une postposition derrière, qui modélise véritablement l'enfermement moral qu'induit cette vision religieuse du monde. Dolmançay va donc opposer l'idée d'une dépossession présente dans le verbe céder à une restitution dans le verbe rendre, qui était déjà présent à la ligne 5. Et là encore, on retrouve l'utilisation du chiasme par antéposition et postposition des adjectifs entre entière destruction et faculté créatrice, au centre de laquelle se situe du coup la nature, ligne
16. Et ici, le concept clé apparaît. Il s'agit simplement de redonner une énergie que nous lui enlevons en propageant. Autour de ce concept clé d'énergie, on retrouve un système d'antiphrase entre redonner d'une part et enlever de l'autre. L'énergie étant finalement toujours la même, malgré cette variation des formes. Et finalement, la vie se perpétue, même à travers la mort. Ce qui, du coup, paradoxalement, justifie le geste du meurtrier. C'est ainsi que je passe à la 4e partie, qui s'ouvre sur une interjection et une exclamation fortement modalisée, avec la conjonction de coordination en valeur adversative, mais avec l'idée d'inconséquence et l'apostrophe directe à Eugénie. Dolmancé procède ainsi à une inclusion directe de son auditoire, et ici, il va s'agir pour lui de passer de l'aspect beaucoup plus théorique qui constituait le début de sa tirade à un aspect beaucoup plus pratique qui en constituera la fin. Cette justification pratique repose sur un exemple, l'exemple du souverain ambitieux qui, lui, possède le droit, au sens légal et moral du terme, de détruire à son aise, sans le moindre scrupule, les ennemis qui nuisent à ses projets de grandeur. Ici, l'usage du futur montre la vérité de son exemple, induit une valeur de réalité, et l'idée d'ambition, l'idée de projet de grandeur va venir ici justifier l'action centrale qui est une action de destruction, puisqu'elle l'encadre. La validation morale repose sur le terme d'ennemi, puisque si ce sont des ennemis, ils sont forcément dans le camp du mal, mais il y a aussi une validation légale, puisqu'elle repose sur des lois qui sont qualifiées de cruelles, arbitraires et impérieuses. Ici, il serait intéressant de rappeler l'étymologie de cruel, qui désigne le sang versé violemment, arbitraire qui serait du coup du domaine du hasard, et impérieuse auquel on serait forcé d'obéir. C'est donc la loi qui va valider juridiquement la possibilité de destruction ouverte à ce souverain, possibilité qui va se manifester à travers le verbe assassiner, qui, là encore, porte une connotation morale, à travers la récurrence de l'utilisation du futur et à travers l'hyperbole, chaque siècle des millions d'individus, qui montre véritablement que ce que l'on accepte, ce que l'on passe au souverain, ce qui est moralement, légalement admis, est très largement répandu. On va ainsi passer par le biais d'un parallélisme qui repose pour le coup sur la conjonction de coordination à valeur adjonctive et qui va mettre en balance le souverain ambitieux et nous. Le nous qui passe ainsi d'un nous général, tel qu'on le trouvait dans le début de la tirade, à un nous particulier. Le terme apparaît directement en ligne 22 avec un effet d'apitoiement, un effet de pitié par le biais des deux adjectifs antéposés, faible et malheureux. Là encore, on retrouve toujours le même système de parallélisme qu'il y avait dès le début du texte. Au verbe assassiner, fortement connoté sur le plan moral, va s'opposer le verbe sacrifier, là encore qui appartient au lexique de la religion. Ici, ce lexique religieux va être approprié par celui qui s'en défiait précédemment, comme dans un renversement paradoxal de l'idée. Aux millions d'individus vont être opposés le seul être, et à l'arbitraire des lois vont être opposés la vengeance ou les caprices, qui pour le coup sont présentés comme des justifications justes. Là encore, on retrouve la présentation sous forme de question rhétorique qui va sous-entendre l'évidence de la réponse. Cette question rhétorique se dédouble, et ce sera la dernière phrase du texte, et qui se redouble même par l'usage de la négation, rien de si barbare, ne devons-nous pas, qui était déjà présente à travers le ne pourrons-nous pas sacrifier. On retrouve là encore le vocabulaire de la religion à travers l'idée de mystère, puisque le mystère est le voile qui est censé cacher les divinités. Ainsi, le meurtre qu'appelle de ses voeux Dolmancé deviendrait ici un acte quasiment religieux et du coup moral, avec toujours ce renversement de valeur. Et l'on retrouve là encore l'idée de vengeance qui justifie le meurtre et l'ineptie qui fait référence directement à l'adverbe sottement et au sot de la ligne 10 qui avait eu la folie de blâmer ce meurtre. Ainsi donc, il en arrive à justifier moralement le meurtre de tous ceux qui pensent que le meurtre est un crime.
En quoi Dolmançay justifie-t-il paradoxalement le crime? Nous avons vu tout d'abord que sa tirade était fortement structurée de manière logique. Il s'agit d'un raisonnement qui progresse par question rhétorique, par parallélisme, qui utilise massivement la négation, particulièrement la négation exceptive, et particulièrement ce dernier point va montrer que, en réalité, le raisonnement, quoi qu'il soit fortement logique, en réalité est vicié. Ce raisonnement repose principalement sur la confusion entre le vice et la vertu, qui est caractéristique de l'abandon de la morale lié au caractère libertin, au sens propre du terme, au sens dix-septiémiste du terme, du personnage de Dolmançay. Ainsi, le raisonnement très rigoureux qui s'apparenterait au syllogisme, destruction est différent de crime, or meurtre est différent de destruction, donc meurtre différent de crime, en réalité est faux, et il s'agit plus d'un sophisme que d'un syllogisme, déjà parce que sa prémisse est discutable, mais aussi parce qu'il repose sur des systèmes d'inégalité, j'avais parlé de l'usage de la négation, plutôt que sur des égalités. Enfin, le raisonnement déductif qui passe de la théorie à la pratique, du général au particulier, lui aussi est relativement discutable, puisque ses prémices elles-mêmes sont moralement répréhensibles. Mais le paradoxe majeur, plus que de présenter de manière logique une idée illogique, le paradoxe majeur est précisément la définition que Dolmançay donne du meurtre, puisqu'il en donne une définition qui repose sur la simultanéité et l'interdépendance de la création et de la destruction. Ici, il présente le meurtre non pas comme l'extinction de la vie, mais comme sa propagation. Cette idée étant en réalité basée sur une idée centrale dans le texte, qui est l'idée d'énergie vitale, et qui justifie ainsi l'exploitation de ce texte dans le parcours roman de l'énergie, création et destruction. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter la question de la portée de l'interrogation dans la dernière question du texte. Le critère pour étudier la portée d'une interrogation est le type de réponse attendue. C'est ça qui nous permettra de déterminer si l'interrogation est totale ou partielle, fermée ou ouverte. Alors ici, nous avons en réalité une double question. Ces deux questions étant reliées par la conjonction de coordination à valeur adjonctive « et ». La première question, est-il rien de si barbare, de si ridiculement étrange, est une question à laquelle on pourrait se contenter de répondre par oui ou non. Oui, il y a des choses aussi barbares, ou non, il n'y a rien d'aussi barbare. Et la deuxième question, ne devons-nous pas, sous le voile du plus profond mystère, nous venger amplement de cette ineptie? Là encore, nous pouvons répondre par oui ou par non. Ainsi, la première réponse que l'on pourrait poser serait qu'il s'agit dans les deux cas d'interrogation totale. Cependant, la très forte modalisation présente dans ces questions, notamment à travers le choix des adjectifs barbare, étrange, à travers l'usage des adverbes ridiculement, amplement, et surtout à travers le recours à la négation, les négations totales pour le coup, rien de si barbare, ne devons-nous pas nous venger, tout cela va en fait sous-entendre que la réponse est évidente et du coup nous amènerait à considérer cette double question comme une interrogation purement rhétorique qui aurait vocation à souligner l'évidence de la validité de son raisonnement.